La protection des données, ça vient de la Révolution française, ça vient de cette idée que de la Déclaration des droits de l'homme, etc. Ça vient de là. C'est cette idée que la liberté est plus importante que tout. Quel rapport entre le numérique et la Révolution française ? La vie privée et la protection des données, bien sûr. C'est le credo de Waller, le réseau social à la française, créé par Thomas Foré, auquel on va s'intéresser dans ce monde numérique spécial. Bonjour. Merci. En fait, dans les locaux de Bolloré, parce que voilà, c'était notre premier investisseur. Je suis abonné, j'écoute. Je suis abonné à 2 podcasts. Oui. Le vôtre et celui d'Ondelat, parce que moi je suis un fan d'Ondelat. Bon, si Thomas Foré écoute mon podcast, en plus de celui d'Ondelat, salut Christophe, ça commence plutôt bien. Alors, nous sommes à Suresnes, au siège de Waller. Il fait beau, les locaux sont plutôt sympathiques. C'est le retour des vacances, il n'y a pas encore grand monde. Et ce petit coin de nature est idéal pour parler de souveraineté et de protection des données. Bonjour Thomas Foré. Bonjour Jérôme Colombin. Dans Monde Numérique numéro 11 qui est en ligne, vous nous parlez de ce qu'est Waller, une sorte d'anti-Facebook. On en a parlé longuement, ce que propose la plateforme. Mais maintenant, là dans ce bonus, on va aller un peu plus loin. On va parler de comment on peut être un réseau social français face aux poids lourds américains. Et d'abord, si on parlait un petit peu de l'entreprise elle-même, créée en 2013, c'est ça ? Oui, créée en 2013. C'est vous qui avez créé Waller ? Absolument. Et aujourd'hui, combien de collaborateurs ? Alors aujourd'hui, on est 30 collaborateurs. Alors ce qui est intéressant, évidemment, c'est de voir la progression, parce que pendant les 5 premières années de Waller, on a été maximum 8 collaborateurs, même pas 10. Et puis on a pris notre indépendance par rapport à c'est dur de faire concurrence à Facebook à 10 quand même. C'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile. Mais bon, on y croit. Et il a fallu attendre 2020 pour que la société arrive à l'équilibre, déjà, trouver notre modèle économique, avoir un produit qui construit avec assez peu de personnes réussisse à se faire une place sur le marché, ce qui nous a permis de lever des fonds en mai 2021. Et voilà, on projette d'être 50 personnes d'ici 6 mois. C'est une croissance importante. Et évidemment, on verra après l'avenir. Parce que l'ambition est évidemment très forte. Votre lieu de naissance, c'était le groupe Bolloré ? Alors le lieu, oui, l'entreprise est née au sein du groupe Bolloré, bien que moi j'avais commencé à coder 1 ou 2 ans avant, mais c'était un petit projet personnel, etc. Puis j'ai eu la chance de pouvoir convaincre Vincent Bolloré d'investir dans cette entreprise, de la créer avec moi, et il m'a laissé 5 années à faire véritablement ce que je voulais, avec un budget maîtrisé quand même. Et puis ça a été 5 années de R&D en réalité. Il n'y avait que des développeurs chez Waller. On n'a pas passé ces 5 ans à vendre. Et puis on est donc sorti du groupe. Voilà, j'ai racheté les parts de Bolloré pour vraiment une bouchée de pain. Je les ai rachetées 1 euro. Voilà. Ah ouais. D'ailleurs, je lui dois énormément, donc je préfère le dire. Et puis après, on a commencé à vendre, on a commencé à structurer notre commerce, à structurer notre marketing, et ça a fait 2 années, 2018, 2019, 2 années de croissance très importantes. Pour nous, on est arrivé en 2020 à l'équilibre financier, ce qui était quand même un objectif. Oui, l'année 2020 difficile. Aura été bonne finalement pour les entreprises du numérique. Oui, et surtout les outils qui permettent de collaborer à distance, de faire de la visio, de faire toutes ces choses-là. Alors justement, parlons-en. En termes d'innovation, il y a des choses quand même étonnantes qui se passent. La semaine dernière, dans ce podcast, je parlais de Workrooms, qui vient d'être lancé par Facebook, un monde virtuel en avatar pour faire du télétravail, des cyber réunion. J'ai essayé, c'est bluffant. Est-ce que vous envisagez d'aller sur ce genre de choses ? Est-ce que c'est inaccessible ? Est-ce que c'est inutile, selon vous ? Alors non, c'est absolument pas inutile. C'est un très très bon sujet d'innovation. Moi, je pense... Alors, si on regarde un peu l'année 2020, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu 2 ou 3 grandes innovations sur la réunion à distance. Moi, il y a des choses qui m'ont passionné. C'est par exemple ces espaces virtuels qui ressemblent beaucoup à des jeux vidéo, vous savez, où vous vous promenez dans les locaux comme ça, puis si vous approchez des gens, ça déclenche des bulles de visio automatiquement ou audio. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. On reste encore dans le virtuel. Une deuxième chose qui m'a beaucoup intéressé avec Clubhouse ou d'autres, c'est l'audio. Bien sûr. C'est vraiment
comment pourrait-on dire, la résurgence de l'audio. Mhm. Oui, parce c'est que les la visio, la Sibylle, c'est exactement ça. toutes ces choses-là. C'est exactement ça. Et évidemment, la visio, c'est super, mais en réalité, ça fatigue beaucoup. Ça fatigue les yeux, ça fatigue l'attention, etc. L'audio, c'est pas la même chose. Vous pouvez vous brancher en audio sur des conférences longues pour maintenir une présence. Voilà, il y a des choses très intéressantes sur ces sujets. D'ailleurs, on voit Slack, par exemple, a introduit alors, j'allais dire des sphères audio, mais c'est pas des sphères chez Slack, c'est des groupes ou autres. Bon. Donc ça, c'est des innovations intéressantes. Et vient maintenant l'idée aussi de pouvoir traiter à la fois le physique et le distanciel, et comment on fait en réunion. Alors chez Waller, il est peut-être un peu tôt pour en parler, mais je pense que dans l'avenir de Waller, il y aura l'idée de peut-être aller vers des objets connectés. D'accord. Peut-être pouvoir coupler. Alors je dis bien peut-être parce que on démarre un peu ces idées-là. Des objets connectés genre wearables ou à porter sur soi ou des objets dans la maison? Non. Alors déjà des assistants vocaux, des choses comme ça. Exactement. Donc ça c'est un peu en avance de phase, donc je peux pas vraiment développer ce sujet maintenant. Bon, mais c'est bien, c'est clairement, intéressant. Ce sont des sujets d'innovation importante, et je crois que la réalité augmentée aussi est un sujet à prendre très au sérieux. Voilà, on n'en est qu'au début. Je pense que évidemment l'idée de porter un gros casque devant ses yeux n'est pas forcément ce qui sera dans 15 ans ou 20 ans. Mais c'est oui, demain on aura peut-être des lunettes, ce sera beaucoup Exactement. plus léger, etc. Et moi je pense qu'il y a beaucoup à faire sur ces sujets, et non, je trouve que c'est très sérieux. Ouais. Donc Waller va peut-être aller vers de l'audio, vers des oui, assistants l'audio c'est vocaux, certain. L'audio, c'est certain. Alors, on a déjà implémenté depuis 2020 toute la visio, qui a été un grand boom, en tout cas d'usage pour nous. Donc on a nos propres serveurs de visio. Et là on est en train de préparer un webinaire pour un événement européen où il y aura 1000 personnes en webinaire en direct, donc avec plus de 200 ou 300 intervenants. Donc ça devient un petit peu costaud. Ce sont des technologies qui sont à la portée des Européens. On n'est pas obligé d'avoir un Zoom ou d'être adossé à Amazon ou autre. Nous, on héberge nos propres serveurs, on les administre. Voilà. Ça, alors parlons-en. Je sais que chez vous, la dimension, vous avez parlé déjà un peu RGPD, protection des données, etc. Et la dimension souveraineté numérique est très importante, comme pour beaucoup d'entreprises françaises. Parce qu'à la fois, c'est une vraie question, et puis à la fois, on a l'impression que c'est un petit peu aussi, c'est bien, c'est un bon argument commercial, à condition qu'il y ait du répondant, à condition que les gens comprennent l'intérêt, l'enjeu. Pourquoi, selon vous, c'est important, cette notion de souveraineté numérique, c'est-à-dire faire plutôt appel à des solutions françaises ou européennes plutôt qu'à des entreprises étrangères, américaines ou asiatiques? J'écoutais un excellent podcast récemment. C'était l'introduction de votre dernier, je crois, où la personne de Tixeo dit que si les Américains débranchent, en réalité, on se retrouve tout nu. On n'a plus rien. Ça, c'est vraiment la première des raisons. Alors, la souveraineté numérique, c'est un mot qui est apparu ces dernières années. Nous, c'est ce que nous faisons depuis toujours. Moi, si j'ai créé Waller, c'est pour clairement faire de la technologie française qui réussisse à s'industrialiser. Ça, c'est vraiment mon projet personnel, je dois dire, en tant qu'entrepreneur. Je ne suis absolument pas dans une démarche de serial entrepreneur. Je ne suis pas dans une démarche de faire monter la valorisation pour pouvoir mieux revendre. Je suis vraiment dans cette démarche de réussir à créer de l'industrie. Un peu ce qu'est en train de faire Octave Klaba sur un autre, OVH. Sur un autre domaine. Donc, moi, je crois que la souveraineté numérique, c'est tout simplement dire... C'est la souveraineté. Qu'est-ce que c'est la souveraineté? C'est la capacité des peuples à disposer d'eux-mêmes. Si on porte ça sur le numérique, on pourrait presque enlever le mot numérique. C'est tout simplement pouvoir... je suis n'importe qui dans cet écosystème français et européen, un dirigeant, un décideur, une mère de famille. Je dois pouvoir choisir. Je dois pouvoir choisir quels outils j'utilise, quels outils je n'utilise pas, quels usages. On doit... À mon sens, le drame de cette hégémonie qui est là aujourd'hui, parce qu'on a uniquement et de plus en plus des technologies GAFAM, de plus en plus, en réalité, il y a très peu de diversité sur les outils, c'est que ça nous impose un mode de fonctionnement, premièrement, qui n'est pas le mode de fonctionnement européen, qui n'est pas la culture européenne. Moi, je crois qu'on a besoin, nous, Français, nous, Européens, de créer des outils qui sont faits pour nous, qui sont faits à notre image. Si pour nous, c'est important depuis le début, la défense des libertés,
parce que ça vient de là, la protection des données. La protection des données, ça vient de la Révolution française, ça vient de cette idée que de la Déclaration des droits de l'homme, etc. Ça vient de là. C'est cette idée que la liberté est plus importante que tout. C'est pour ça qu'on veut protéger les données, c'est pour ça qu'on veut protéger la vie privée, c'est pour ça qu'on veut laisser des espaces de parole libres, en dehors de toute surveillance, en dehors de toute agrégation. C'est pas simplement l'idée, et surtout pas de dire on est anti-américain, absolument pas. C'est l'idée de dire que nous, on peut, en réalité, et on a évidemment le génie pour le faire, évidemment les moyens pour le faire. Alors le génie, oui, mais les moyens. Mais les moyens financiers. Puisqu'on a les moyens de payer les GAFAM. Si on payait tout simplement pas les GAFAM, enfin vous voyez, évidemment qu'on a les moyens. Enfin on les paye en les utilisant, vous voulez dire. On les paye en les utilisant. Et en licence dans les entreprises qui tout de même, nos annonceurs les payent. Puisque le modèle de la publicité, c'est bien quand même... quand vous mais parce qu'elles ont un retour sur investissement, il y a de l'audience. Il y a des publicités pour des services qui sont déployés en France et en Europe. Bien sûr, parce qu'il y a une audience formidable. Bien sûr. Et moi, je crois que l'économie attire aussi les moyens. C'est-à-dire que si on crée des services, on va créer de l'emploi, on va créer évidemment de la valeur. Et moi, je suis absolument pas défaitiste sur ce sujet. Et quoi qu'il en soit, soyons des acteurs. Il y a beaucoup de théoriciens dans notre pays, quand même, beaucoup de commentateurs. Voilà, moi, je suis un acteur. Je suis pas, et je me bats en tant qu'acteur. Et je me bats en faisant. Moi, le matin, je code tous les matins. Voilà, c'est un exemple. Je fais parce que j'aurais trop à me reprocher si je faisais pas. Vous êtes entrepreneur et vous levez le matin, vous avez toujours un bout de code à finir. Oui, on entreprend en permanence, un bout de code. Ensuite, je passe au commerce, aux relations publiques, relations presse, etc., etc. Moi, j'arrête jamais. Ma journée, elle se finit, je l'ai pas vu passer. Alors, c'est formidable quand on vous écoute comme ça. Maintenant, comment est-ce que vous allez faire pour séduire les gens, les utilisateurs, et les inciter à utiliser Waller plutôt que... On parlait de Slack, on parlait de Facebook, on parlait WhatsApp qui est aussi quelque part un petit peu similaire à ce que vous proposez, des groupes, des cercles comme ça. Vous savez ce que je trouve bien ? C'est qu'au fur et à mesure des années, on nous compare à de plus en plus d'outils. Ce qui veut dire qu'on fait de plus en plus de choses. Par ailleurs, ça, je trouve ça vachement bien. Comment on va faire pour les séduire ? Mais on les séduit déjà. Premièrement, il faut surtout nous faire connaître. On n'a jamais dépensé un seul copec en marketing ou en publicité. Jamais. Et donc là, on vient de lever des fonds pour faire ça. Donc on va commencer à essayer de se faire connaître dans un monde qui a quand même ses règles, où il faut quand même dépenser malheureusement un peu de Google Ads, un peu de la publicité. Obligé, ça, c'est absolument nécessaire. On se fait connaître parce que quand nos utilisateurs quand même arrivent, on a près de 600 000 personnes qui sont sur notre plateforme, c'est quand même pas rien, donc on commence à être un petit peu connu, et puis on va travailler chaque jour, c'est ce qu'on fait chaque jour, améliorer ce que nous faisons, on fait rien de parfait. On a, si vous saviez, la roadmap, le nombre de tickets qu'on a dans notre backlog, c'est plus de 1000 idées qui sont là. C'est quoi les tickets dans le backlog ? Il y en a plein, alors on publie les grandes lignes quand même en public. Mais vous voyez, on a parlé de l'audio, par exemple, ça fait partie de ces sujets. Il y a beaucoup d'améliorations aussi à faire en permanence sur l'expérience utilisateur, qui est vraiment le nerf de la guerre de n'importe quel produit en SaaS. Et puis des tonnes de détails. Voilà, le SaaS, je précise, c'est le fait d'utiliser des services directement à travers le navigateur, comme ça se fait de plus en plus aujourd'hui, sans avoir à télécharger une application, un programme, etc. Style Zoom et compagnie. Absolument. Donc voilà, ce qu'il y a, c'est la compilation de beaucoup d'idées. Et vous savez, plus on a de clients, plus on a d'idées, parce que les clients ont beaucoup d'idées. Voilà. Et puis il faut faire évoluer. Il y a parfois beaucoup d'idées qui étaient bonnes avant, qui ne sont plus très bonnes, etc., etc. Il faut aller vite. Il faut aller vite, mais il faut faire bien aussi dès le début. Encore un mot. Je crois que vous avez rejoint l'initiative de Jean-Marie Cavada, que j'ai interviewé dans un épisode de Monde Numérique. Donc cette initiative qui s'appelle IDF Rights, qui est un peu précisément pour reprendre la main en matière de souveraineté numérique contre les GAFAM. Alors lui, c'est son expérience de député européen avec de très mauvais souvenirs. Il affirme avoir été vraiment victime du lobbyisme très agressif et de l'entrisme. Pourquoi est-ce que vous avez rejoint cette initiative ? Et au-delà, est-ce que vous pensez que c'est utile ? Alors vous dites, je suis un entrepreneur, j'ai les mains dans le charbon, etc. Mais est-ce que c'est utile, important ? Est-ce que vous pensez vous réunir avec d'autres gens comme vous en France ? Absolument, c'est ce qu'on fait. Alors l'histoire de Jean-Marie Cavada, je la dois à Radio France. Ah bon. D'abord parce que Jean-Marie m'avait entendu un jour sur
sur une interview. C'était pas sur France Info avec moi, non, par hasard? Non, c'était avec Christophe Lagarde. Bon, voilà, et on s'est rencontrés, on a échangé quelques temps. Effectivement, il a lancé IDF Rights, et c'est simplement naturel de s'associer avec lui. Pourquoi ? Parce que le pan législatif et juridique est fondamental. C'est l'instrument de notre régulation, c'est l'instrument de notre politique. Il n'y a pas d'autres instruments. Ça s'appelle la législation. Et donc, il faut se battre sur ce front prioritairement. Moi, je suis avec beaucoup d'attention, évidemment, les évolutions, les propositions, tout le sujet sur la taxation aussi qu'on a suivi avec beaucoup d'intérêt. Et on est d'ailleurs, nous... moi, j'ai été déjà audité par l'Assemblée nationale, etc. Bon, le monde politique et le monde de la législation s'intéressent évidemment de plus en plus à ce sujet. Mais on les accuse de ne rien comprendre, non, c'est faux. De pas être assez souple, de pas être assez rapide, de freiner l'entrepreneuriat, etc., etc. Non, c'est absolument pas vrai. Moi, je pense que, alors, évidemment, on peut pas dire tous les députés comprennent parfaitement. Peut-être que ceux qui comprennent très bien le numérique comprennent pas très bien l'agriculture. Bon, en tout cas, il y a de plus en plus d'élus, de gens qui sont attachés aussi vraiment aux valeurs qu'ils défendent depuis toujours. Ces gens-là s'intéressent au sujet, et il y a des législateurs qui sont très pointus sur le sujet, même plus pointus que nous les entrepreneurs. Parce que moi, j'ai le nez dans mes ventes, j'ai le nez dans mon produit. J'ai pas forcément le nez dans les textes. Voilà. Donc je suis pas d'accord avec cette idée du fait que tous les politiques sont nuls. Voilà, absolument pas. Ça évolue. Ce qu'on peut dire, c'est quand même que le rythme législatif est toujours plus lent que le rythme de l'innovation, mais il est plus solide aussi. Voilà, et c'est la raison pour laquelle nous, on est vraiment... on a beaucoup de discussions avec Jean-Marie Cavada aussi. Lui, ça l'intéresse beaucoup d'être branché en direct avec l'entrepreneuriat français. Et nous, évidemment, si on peut apporter une pierre en réflexion, en témoignage aussi, tout simplement, comment ça se passe. Moi, je fais 2/3 de mon chiffre d'affaires avec la commande publique. Donc il y a un vrai sujet là-dessus. C'est des sujets. Alors qu'on accuse souvent justement les pouvoirs publics de ne pas suffisamment faire appel aux entreprises françaises sous forme d'appel d'offres, etc. Là encore, la sphère publique est une sphère absolument hétérogène. Nous, on a beaucoup d'acteurs publics qui nous font confiance. On est allé les chercher quand même d'arrache-pied, c'est-à-dire que c'est évidemment pas très simple. Ça, c'est certain. Ce qui manque probablement, c'est une vraie politique de reconquête. Et je pense que c'est pas au niveau de l'État, mais bien au niveau des élus, c'est-à-dire du chef d'État, que ça doit se situer. Je pense que ça donc doit inciter tous les organismes publics à utiliser des solutions françaises plutôt bien que sûr. Quand le ministère du numérique fait des réunions presse sur WhatsApp, ça vous choque? Voilà, bien sûr que ça me choque, c'est ultra choquant. Vous avez interviewé Tixéo l'autre jour, mais il y a d'autres solutions de visio qui peuvent être utilisées, qui devraient l'être. Sauf que personne les a. Et personne ne les a parce que personne n'a décidé de les avoir. Ces solutions-là, elles peuvent pas être... Parce que ce qu'on reproche, parfois ce qu'on reproche à Waller, bon, j'en sais rien, mais ce qu'on peut reprocher à d'autres solutions françaises, c'est d'être moins ergonomiques, moins complètes. C'est souvent ça, c'est un retard technologique. Et évidemment qu'il y a un retard technologique. De deux choses l'une. Soit on dit, c'est mort. Mais dans ce cas, on arrête de parler de ces solutions, on arrête de les utiliser et on les exclut de tous les appels d'offres. Soyons cohérents. Soit on dit non, il y a quelque chose à faire, et dans ce cas, il faut mettre le paquet. Comment se sont construites ces entreprises GAFAM ? Elles ont été financées par les armées américaines, elles ont été financées par la commande publique. Donc moi, j'entends parfois dire « Ah, mais la commande publique, vous les entrepreneurs, vous ne devriez pas tout attendre d'elle. » En réalité, c'est faux. C'est complètement naïf de dire ça. On ne va pas sortir un produit mondial comme ça magiquement. Non, il faut de l'investissement, il faut flécher l'investissement, il faut flécher la commande publique. C'est évident. Les acheteurs publics sont des acheteurs énormes et qui ont cette capacité de fléchage politique. Voilà, et viendra ensuite la possibilité d'aller convaincre le CAC 40, toutes les PME, toutes les ETI, etc. Ça viendra après. Et convaincre les gens qui nous écoutent, peut-être, d'aller utiliser Waller. Merci beaucoup Thomas Forêt. Merci Jérôme. C'était passionnant. Et merci pour votre accueil ici au siège de Waller. Avec plaisir.